Bonjour à tous, bonjour Philippe Brun. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Vous êtes donc député socialiste de l'Eure et vous êtes, si je ne dis pas de bêtises, le dernier député de gauche dans votre département. Oui. Je vais commencer avec une question simple. Comment est-ce qu'on fait pour faire gagner les idées de gauche dans des milieux ruraux ou en zone périphérique? Alors c'est une très bonne question. C'est vrai que dans mon département, il y a 5 circonscriptions. 4 circonscriptions sur 5 sont dans le camp du Rassemblement national. Que j'ai gagné la mienne à 350 voix seulement en 2022. Et que je suis l'un des seuls, voire le seul député de gauche de France à avoir augmenté son score face au RN entre 22 et 24, puisqu'en 2022, j'ai fait 50,4%. En 2024, j'ai fait 52,8%. En 2022, j'étais en tête dans 12 villages. En 2024, dans 42 villages. Effectivement, j'ai fait un très très gros travail, à la fois de terrain, donc ce qui finalement ressort de la politique un peu traditionnelle, c'est-à-dire ce qu'on appelle le bouton de veste, et discuter avec les gens, être présent, être dans leur quotidien évidemment à tous les instants, mais surtout une ligne politique différente. Moi, j'ai la conviction depuis 2018 que la gauche doit se refonder sur le message des Gilets jaunes. Mai 68 a été ce grand mouvement qui a permis de réirriguer la gauche lors des années 70 et a permis à la gauche de retrouver le pouvoir en 1981 avec un programme qui se faisait fort d'adapter la société française à toutes ces libertés qui étaient demandées par une nouvelle génération, les radios libres, etc. C'était le programme de Mitterrand en 81. J'affirme que les idées de novembre 2018 doivent irriguer la refondation de la gauche dans les années 2020. Et c'est ce que j'essaye de faire très modestement, après avoir été l'un des témoins importants du mouvement des Gilets jaunes sur mon territoire en 2018. En 2018, je sors de l'ENA, la tête pleine de bêtises, et j'attends mon classement chez mes parents à Louviers dans l'Eure, et je vais regarder ce qui se passe sur les ronds-points, où là je retrouve mes copains de collège, mes copains d'école primaire, qui ont déjà pour la plupart 2 ou 3 enfants, me font part de leurs conditions de vie. J'y vois des femmes qui étaient là aussi dans ma classe, qui sont déjà monoparentales et qui clament leur difficultés et le sujet des faits monoparentales, sujet absolument pris en compte par personne jusqu'au mouvement des Gilets jaunes. Et finalement, les gens qui se trouvent sur les ronds-points, ils parlent de quoi? Ils ne parlent pas d'immigration, ils parlent assez peu d'insécurité. Ils parlent de rétablir l'ISF, de mettre en place de nouvelles mesures démocratiques avec le RIC. Ils parlent du pouvoir d'achat, ils parlent du vivre ensemble, ils parlent du problème de cette France qui ne se parle plus aujourd'hui, qui se retrouve sur les ronds-points. Bref, on n'a rien fait aujourd'hui de ce mouvement-là. Donc moi, depuis 2022, j'ai décidé d'être un député qui porte à l'Assemblée nationale toutes ces revendications que j'ai entendues durant toutes ces années. Alors, j'ai fait une loi sur EDF qui a été adoptée contre l'avis du gouvernement, qui nationalise EDF et rétablit les tarifs réglementés de l'électricité. Ma question s'adresse à Madame la Première ministre. Madame la Première ministre, votre projet d'OPA sur le groupe EDF ne laisse d'interroger. Pourquoi en effet dépenser plus de 9,7 milliards d'euros d'argent public pour prendre le capital d'une société qu'on contrôle déjà? Cette question n'a reçu aucune réponse. En tant que rapporteur spécial de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, je me suis rendu 2 fois à Bercy. 2 fois à Bercy pour exercer mon pouvoir de contrôle sur pièce et sur place. J'ai demandé des notes ou plans stratégiques actant l'abandon du sinistre projet Hercule de démantèlement d'EDF. Eh bien, figurez-vous, mes chers collègues, qu'aucune n'existe. J'ai pu consulter des documents stratégiques confidentiels qui démontrent une toute autre réalité. Dans une note du 27 juin 2022 que j'ai pu consulter, la montée au capital d'EDF est présentée comme un moyen d'avoir les mains libres pour, je cite, engager une filialisation de toute ou partie des activités du groupe liées à la transition énergétique, suivi le cas échéant de leur introduction en bourse. Il est également écrit, mes chers collègues, débuter par une réorganisation du groupe enverrait un signal négatif aux organisations syndicales qui ne manqueraient pas de se mobiliser. Dans les documents nombreux que j'ai pu consulter, j'ai pu constater l'intention claire du gouvernement de démanteler EDF une fois la nationalisation terminée. Il y avait une colère sourde dans le pays, tous les boulangers qui voyaient l'explosion de leur facture d'électricité. Ces boulangers étaient défendus par personne, pas défendus par la Confédération nationale de la boulangerie, qui est dominée par des boulangers vivant dans les centres-villes avec aucun problème de prix. L'électricité augmente, ils augmentent les prix, ça ne pose pas de problème. Cette loi-là, c'était formidable, parce que quand on l'a fait passer, on a eu à la fois la CGT qui défilait pour faire passer cette loi pour nationaliser EDF
et les boulangers, qui plutôt votent à droite ou à l'extrême droite et ne se sentent pas représentés par la gauche. J'ai fait une loi qui va bientôt passer sur les familles monoparentales, là aussi. Ce sont les combats des Gilets jaunes que j'ai voulu porter. Donc comment on gagne donc, pour tout ça? À la fois une autre manière de faire de la politique, des réunions dans les villages toutes les semaines pour rendre compte de mon action, présent tous les week-ends sur les foires à tous et les brocantes, vous savez, qu'on fait dans les villages le week-end, où je vais discuter avec les gens. J'organise chaque année une fête populaire, donc c'est une très grande fête politique dans ma circonscription, mais qui est très inclusive, très peu excluante. C'est une grande brocante, on avait 150 exposants l'année dernière, frites, saucisses, manège, barbe à papa, concert, et puis au milieu, des petits débats sur le féminisme, sur le travail, sur la sécurité, sur les problèmes concrets des gens. Et voilà, c'est un modèle qui fonctionne. Donc une nouvelle méthode sur le terrain, des sujets à l'Assemblée nationale qui sont majoritaires, qui parlent aux gens, les déserts médicaux, les familles monoparentales, les prix de l'électricité. Et puis, je le crois aussi, une manière un peu différente de faire de la politique et une ligne différente. C'est ça qui m'a permis de résister alors que tout le monde pensait que j'allais perdre. Lorsqu'il y a eu en 2024 la dissolution, ma permanence a été envahie de journalistes parce que j'étais à la circonscription à 1h30 de Paris qui allait passer dans le camp du Rassemblement national. Il y avait Le Monde qui était là, Mediapart, BFM TV, CNews venait également. Et on a résisté en fait héroïquement. Et je crois que c'est aussi un signal pour l'avenir. Cette recette-là, c'est aussi du coup celle que vous voulez mettre en avant dans la ligne populaire. C'est un mouvement qui est encore peu connu du grand public. Donc si vous pouvez nous en dire deux mots, sa raison d'être notamment, et peut-être deux mots aussi sur un combat que vous avez porté, que j'ai suivi de près par rapport aux ascenseurs en panne. Quel lien vous faites entre justement ce combat-là et tout ce que vous avez pu me dire juste avant? Réélu en 2024, je me suis posé un certain nombre de questions. On s'est rendu compte que j'étais un peu l'un des rares, l'un des derniers représentants de la France rurale et périurbaine dans l'hémicycle. Fabien Roussel a été battu, Valérie Rabault a été battue, François Ruffin a été réélu in extremis, Bertrand Petit chez nous a aussi été battu. Donc on a gagné des députés, la gauche, on est passé de 150 à 192, 193, mais en regagnant des circonscriptions urbaines qui étaient macronistes. Et on a perdu, on a continué à décrocher la France populaire, périurbaine et rurale. Rendez-vous compte aujourd'hui, la circonscription de François Mitterrand dans la Nièvre, elle est passée dans le camp du Rassemblement national. La circonscription de Jean-Pierre Chevènement, le territoire de Belfort, elle est passée dans le camp du Rassemblement national. La circonscription de Pierre Jox et d'Arnaud Montebourg en Saône-et-Loire, elle est passée dans le camp du Rassemblement national. La première circonscription dans laquelle Léon Blum s'est présenté, donc qui a été député pendant des années dans l'Aude, c'est dans le camp du Rassemblement national. Alors moi, je suis dans la circonscription de Pierre-Mendès-France, je suis l'un des derniers à tenir. Donc je me suis dit qu'il y avait un devoir, c'était d'essayer de faire au niveau national ce que nous, on arrivait à faire localement. C'est-à-dire que nous, on a récupéré des électeurs du Rassemblement national, parce qu'on a fait un meilleur score en 2024 qu'en 2022. Et aux européennes, vous comparez le score des européennes dans ma circonscription et le score que nous, on fait. Moi, je fais plus 10 points au premier tour par rapport au score de la gauche aux européennes. Donc on a réussi à faire quelque chose. Et donc on essaie de le déployer au niveau national. Alors c'est quoi la ligne populaire? C'est pas juste un mouvement pour faire des colloques et se réunir entre jeunes étudiants à Paris pour parler du peuple. Non, c'est d'abord une nouvelle méthode, c'est ce qu'on appelle le socialisme par la preuve. C'est-à-dire que pour aller directement parler aux classes populaires, on crée en fait des associations, des collectifs pour politiser les colères du quotidien. Donc on part des problèmes des gens et on les amène à nous. Alors on a créé par exemple un collectif qui s'appelle Service public populaire. On rouvre des guichets de services publics dans les endroits où ça a fermé, notamment dans les quartiers, donc les banlieues, et dans la ruralité, dans les villages. Et là, ça cartonne. Là, on a ouvert 10 antennes de services publics populaires dans toute la France. On a 500 personnes qui, chaque semaine, sont sur les marchés. Et c'est ce que je faisais d'abord dans ma circonscription. Voilà, mettre une table et les gens viennent régler leurs affaires de papier. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de guichets à la CAF, beaucoup moins. Plus de guichets à la CPAM, fermeture des guichets des centres des finances publiques, 2000 emplois supprimés par an depuis 2010. Il n'y a plus non plus de possibilité d'avoir une présence physique suffisante. Et donc, on remplace cette présence physique. Bah, ça, c'est quelque chose qui parle aux gens. Et on fait naître des vocations. Des gens qui rentrent à service public populaire et qui ensuite militent avec nous. On a créé une école, l'école de l'engagement, qu'on a créée il y a longtemps, en 2021, qui est la première école de formation politique des classes populaires dans notre pays, qui s'inspire de l'école américaine qui s'appelle Brand New Congress, qui a révélé notamment Alexandria Ocasio-Cortez. Donc chaque année, on recrute 40 personnes qui sont ouvriers, employés, caissières, caristes, préparateurs de commandes, garagistes, voilà, et qu'on forme et qui deviennent l'avant-garde populaire qu'on souhaite nous représenter demain, présenter au législatif, présenter au municipal. Là, on recrute la promo
3 de l'école de l'engagement. Donc je vous invite d'ailleurs à candidater. Il ne faut pas avoir un master 2, hein, il faut être, voilà, faut être ouvrier, employé, agriculteur. Voilà, et donc on a pour ambition de faire des maires, des adjoints aux maires, des conseillers municipaux en 2026. On a créé un collectif pour les agriculteurs, Justice pour nos agriculteurs, qui a déposé un recours contre la concurrence déloyale qui vivent les agriculteurs avec l'importation de produits étrangers qui sont bourrés de pesticides, qui est en cours d'examen devant le Conseil d'État. Là aussi, on a un collectif avec 800 agriculteurs qui sont dedans, ce qui est évidemment intéressant. Et puis, enfin, effectivement, les ascenseurs. On a créé un collectif sur les ascenseurs qui s'appelle Ascenseurs en colère, qui est porté par Noah Tefrit, qui est une ancienne élève de l'école de l'engagement, qui était téléconseillère et qui maintenant travaille avec nous à l'Assemblée nationale. Les pannes d'ascenseurs, c'est là aussi un sujet orphelin de la vie politique française. 1,7 million de pannes d'ascenseurs par an qui ne sont pas réparées. Pourquoi ? Parce qu'il y a une concentration du marché. 4 sociétés étrangères, Otis, ThyssenKrupp, Kone, Schindler, qui se partagent le marché, qui ne fabriquent pas les pièces en France, qui les importent de l'étranger avec une stratégie zéro stock. Moralité, c'est dans les HLM, dans les quartiers populaires, dans les copropriétés dégradées qu'on ne répare pas les pannes d'ascenseurs faute de rentabilité. Et bien, on a créé ce collectif. Là aussi, 1500 adhérents dans ce collectif, dans toute la France, des gens qui ne votent plus, ne s'intéressent plus à la politique, qui militent avec nous. Et étant le député un peu porte-parole de tout ça, j'ai déposé une loi sur les pannes d'ascenseurs qui a été adoptée à l'Assemblée, qui passe bientôt au Sénat et qui impose des obligations de stock de pièces. Ces combats que vous menez, vous le faites tout en étant au Parti socialiste. Moi, je posais la question de manière un peu franche, mais est-ce que ce n'est pas une impasse si on se projette un petit peu, puisque le Parti socialiste, dans l'imaginaire collectif, c'est quand même un parti très urbain, qui touche des classes plutôt aisées même. Est-ce que c'est pas un petit peu une impasse? C'est le parti de la loi El Khomri aussi. Oui, qui a porté des lois antisociales. Justement, comment vous positionnez par rapport à ça? Moi, je crois, au contraire, la racine du socialisme est rurale et périurbaine. D'ailleurs, les seuls députés ruraux et périurbains de gauche à l'Assemblée sont socialistes. Et voilà, je rappelais les circonscriptions qui sont passées à Léon Blum était député de l'Aude, Jean-Pierre Chevènement était député de Belfort, François Mitterrand était député de la Nièvre. Et d'ailleurs, à chaque fois que les socialistes sont arrivés au pouvoir, ce sont des députés ruraux et périurbains qui ont permis cette victoire. François Mitterrand, François Hollande qui était élu en Corrèze. Bon. Donc je crois au contraire que la racine du socialisme, c'est pas l'urbanité, c'est plutôt la ruralité. Ouais, voilà. Mais il l'a perdu aujourd'hui. Et puis, non, le problème du Parti socialiste, c'est pas seulement d'avoir perdu. D'ailleurs, je me permets de faire ici une incise. Moi, je m'inscris en faux contre la lecture géographique du vote, même si je l'ai fait dans mon introduction. La géographie du vote, c'est la conséquence de la sociologie électorale. Et la sociologie, c'est la conséquence de la relégation des classes populaires hors des métropoles. Et qu'en fait, pourquoi on dit la ruralité? En réalité, ce n'est pas les agriculteurs qui votent RN. Les agriculteurs, d'ailleurs, ne sont pas la profession qui vote le plus RN. Ils votent autant RN que les profs. Donc, c'est très peu RN, en vérité, les agriculteurs. Donc, dans la ruralité, qui vote RN? Ce sont des ouvriers, des employés qui sont précaires et qui sont obligés d'habiter loin de la métropole. Moi, le trajet domicile-travail moyen dans ma circonscription, c'est 60 km. Et donc, c'est pour des raisons sociologiques qui sont écartés de la métropole, qui sont dans un lotissement où ils ont réussi à faire un prêt sur 30 ans à devenir propriétaires ou locataires, avec une maison, avec un barbecue, avec un garage. Ils vont le week-end sur les foires à tout. Et donc, ils se sentent… il faut avoir une lecture sociologique. Et quand on regarde la lecture sociologique, les ouvriers et employés votent majoritairement pour l'extrême droite, voilà, ou s'abstiennent. Donc c'est ça qu'il faut regarder en priorité. Donc moi j'ai une lecture sociologique. Le problème du Parti socialiste, c'est qu'il a perdu les ouvriers et employés. C'est ça son problème. Bon, alors pourquoi rester au Parti socialiste? Pourquoi ne pas faire quelque chose ailleurs? Moi je suis très socialiste. Je suis infiniment socialiste. Quand je relis les discours de Jaurès, je suis jaurésien, je serai jaurésien jusqu'à ma mort. Donc je ne vais pas quitter le Parti socialiste. Je veux dire, je suis infiniment, profondément, à jamais socialiste. Donc moi, ce que je souhaite, c'est le rendre vraiment socialiste. C'est-à-dire qu'à la fois, il retrouve son ancrage populaire. Donc je dépose une contribution au congrès du Parti socialiste avec beaucoup d'autres pour remettre le Parti socialiste sur de bons rails, voilà, et adopter une ligne populaire. Et puis, j'essaye de porter à l'Assemblée nationale ces combats. Je ne crois pas qu'on gagne aujourd'hui à s'émietter finalement dans la gauche. Je sais bien que ce que je fais, on ne pourrait pas le faire à LFI. On ne pourrait pas le faire non plus chez les écolos pour des raisons qui tiennent à finalement l'aporie de l'écologie politique. Moi, je me sens très,
proche des revendications écologistes. Je crois que l'écologie, c'est le plus grand combat que l'humanité a affronté au XXIe siècle. Mais je ne crois pas à l'autonomie d'une écologie politique. Je ne crois pas que l'écologie politique est une grille de lecture suffisante pour analyser l'ensemble des rapports qui traversent la société. Je crois que le rapport de classe est la question déterminante en fait, de la structuration politique et du combat que nous menons. Et le rapport de la nature à l'homme n'est pas suffisant, je crois, pour la grille de lecture. C'est pourquoi je crois qu'il y a, je fais l'impasse sur le Parti communiste, qui aurait pu être un débouché pour des raisons historiques, la fin du bloc de l'Est. Je ne crois pas à ce que la gauche renaisse de ses cendres via le Parti communiste. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Il reste le Parti socialiste. Et moi, je pense, comme ma grand-mère, que c'est dans les vieilles casseroles qu'on fait les meilleures soupes. On est le parti de la gauche rurale et périurbaine. On est le parti. Et moi, ce que je constate, c'est que la contribution que je dépose, avec d'autres que nous déposons, elle reçoit un vrai soutien de la part des militants. Je fais le tour des fédérations. Tout le monde me dit enfin, voilà, on attendait que vous le disiez. Enfin, alors après, vous me parlez des erreurs du Parti socialiste au pouvoir. Oui, c'est sûr, il y a eu la loi El Khomri, il y a eu tout un tas de choses, le bilan du quinquennat Hollande. Le Parti socialiste, c'est aussi l'ensemble des droits sociaux qu'on a dans notre pays. Bon, de la retraite, de la réduction des congés payés, de la réduction du temps de travail, de la couverture maladie universelle. Donc moi, j'ai aucune honte à m'inscrire dans cette lignée, et plutôt même de la fierté en vérité. Je crois qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est de redonner à la France un parti socialiste fort, qui soit capable d'être au cœur de la gauche et de l'amener au pouvoir. Car il n'y a que par le Parti socialiste qu'on amènera la gauche au pouvoir. L'extrême gauche, que je ne mets pas évidemment sur le même plan que l'extrême droite, avec laquelle que je considère comme mes alliés, mes camarades, mes amis. L'extrême gauche ne peut pas gagner une élection. Donc on doit rassembler large. Et je crois que le Parti socialiste est le bon outil pour le faire, si tant est qu'il accepte ce changement de ligne important que nous devons prendre. Oui, vous avez l'impression, vous, d'influer sur la ligne. Comment vous comptez œuvrer pour que votre ligne devienne majoritaire? Puisque le fait est qu'aujourd'hui, bon, elle l'est pas encore au PS. Ça, je suppose que vous êtes d'accord avec ce constat. Est-ce que vous pourriez, par exemple, postuler à la tête du parti dans les années à venir? Écoutez, moi je crois qu'on est en train de changer de monde, ce qui d'ailleurs est une aide formidable pour les gens qui pensent comme nous. Le monde des années 90 à 2015 était le monde du néolibéralisme et de la mondialisation. La fin de l'histoire, la libéralisation européenne, la destruction des services publics, l'augmentation des échanges mondiaux, la remise en cause des nations. Et donc le cadre structurant du débat à gauche, c'était est-ce qu'on accompagne la mondialisation? Donc à l'époque Hollande, Strauss-Kahn, Martine Aubry avec une lecture de gauche de l'accompagnement de la mondialisation, également évidemment Moscovici, Jospin, etc. Ou est-ce qu'on la refuse? Et c'était Montebourg, Chevènement, Emmanuelli, Mélenchon, Fabius à un moment. Bon voilà, donc c'était ça le cadre structurant. Aujourd'hui, on n'est plus dans le même monde. 2015, il y a eu le Brexit, 2016, l'élection de Donald Trump. La mondialisation recule. Montebourg faisait campagne en 2011 sur la démondialisation. Elle est en cours, la démondialisation. C'est-à-dire que les échanges mondiaux sont stables, ils sont flats. Les échanges financiers baissent. On a une grande régionalisation des échanges. C'est le retour des empires. C'est le retour de la guerre. C'est le retour de la souveraineté. Aujourd'hui, quelqu'un comme Raphaël Glucksmann, qui objectivement, je n'aurais pas été son allié au sein de la gauche il y a 15 ou 20 ans. Il était du côté, je disais plutôt, pour accompagner la mondialisation. Aujourd'hui, il parle comme Arnaud Montebourg. Il est pour la souveraineté, il est pour le protectionnisme. Il a fait une campagne européenne sur l'industrie. Donc on voit bien qu'on est en train de changer totalement de monde. Et d'ailleurs, même changer de personnalité politique. Les stars des années 90-2000, c'était des hommes politiques brillants, talentueux, mais un peu aseptisés, qui n'avaient pas un mot plus haut que l'autre. Ça pouvait être des gens très charismatiques, Tony Blair, Bill Clinton, moins charismatiques peut-être en France, enfin qui avaient ce caractère très modéré et très libéral. Aujourd'hui, les stars, c'est à l'extrême droite Bardella, à gauche Ruffin, des gens qui ont des choses à dire et qui prennent finalement compte pleinement de la gravité du moment. Donc moi, je crois qu'on est dans un moment où c'est beaucoup plus facile d'avoir les idées qui sont les miennes
c'est-à-dire une gauche qui s'attache à la défense de la République, qui s'attache à la défense des classes populaires, qui pense que la nation demeure un cadre pertinent d'organisation de la vie collective, qui pense que la France n'est pas finie et que c'est un grand pays qui a encore tant de choses à dire au monde. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de faire ça que dans les années 90. Aujourd'hui, tout le monde remet en cause d'une certaine manière la mondialisation, à part peut-être les macronistes qui accompagnent encore. Mais aujourd'hui, que ce soit à gauche ou à droite, même au centre-gauche ou au centre-droite, j'ai l'impression que finalement tout le monde tient plus ou moins cette ligne-là. Voilà. Et l'exemple, c'est la loi sur EDF. C'est quand même extraordinaire. J'ai fait voter une loi par l'Assemblée et le Sénat contre l'avis du gouvernement qui renationalise EDF à 100%, qui empêche son démantèlement et qui rétablit les tarifs réglementés d'électricité pour les PME qui avaient été supprimés depuis des années. C'est la première fois depuis 25 ans que l'Assemblée vote une loi qui va à l'inverse de ce qu'on fait depuis 25 ans, c'est-à-dire la dérégulation et la libéralisation. On voit bien que le paradigme est en train de changer. Et donc ma chance, c'est d'avoir 33 ans aujourd'hui et je vais moins me battre contre les moulins à vent que la génération précédente, que les Emmanueli, les Montebourg, etc., qui, eux, finalement, se battaient contre un mouvement extrêmement puissant. Aujourd'hui, le mouvement, il est plutôt dans notre sens. C'est la raison pour laquelle je suis plus optimiste. Mais là, à l'heure où on tourne ces vidéos, le congrès du PS n'a pas encore eu lieu. Qu'est-ce que vous comptez faire à ce congrès? Donc, vous savez comment ça se passe un congrès. D'abord, on dépose une contribution. Après, les contributions, c'est des rivières qui font ensuite des fleuves, se rassemblent dans des motions. Et ensuite, si la motion arrive en tête ou deuxième, le premier signataire de la motion est candidat au poste de premier secrétaire. Donc là, aujourd'hui, je serai signataire d'une contribution. Avec beaucoup d'autres, on va rassembler beaucoup de gens. On a le nombre de signatures pour le faire, des fédérations avec nous, des grands élus qui nous soutiennent. Mon ambition, c'est qu'on aille le plus loin possible, évidemment. Comme dans toute compétition, le but, c'est que les idées qui sont les nôtres, la ligne populaire, le nouveau socialisme que je propose avec d'autres, que cela, évidemment, soit l'identité nouvelle de notre parti. J'espère qu'on y arrivera. Donc, je ne peux pas vous dire je suis candidat pour prendre la tête du Parti socialiste. Je suis en tout cas candidat pour faire gagner la ligne populaire et le nouveau socialisme. Ça, c'est sûr. Après, nous verrons comment on le fait gagner. Est-ce que ce sera moi? Ce sera peut-être aussi quelqu'un d'autre. En tout cas, ce que je souhaite, c'est qu'on prenne le tournant parce que ce congrès est très important. Mais moi, quand je vous entends, c'est vrai que j'ai l'impression que quand je pense aux politiciens de gauche de premier plan, j'ai un petit peu l'impression d'entendre François Ruffin ou Fabien Roussel. Vous avez des idées assez proches. Oui. Est-ce que le poids des partis politiques, c'est pas ce qui va empêcher que ces idées soient réunies au sein d'un même parti ou d'un groupe? Oui, bien sûr. Donc c'est pour ça qu'il faut s'intéresser aux partis. Et donc dans cette galaxie que vous évoquez, vous avez raison, il y a une identité commune entre Roussel, Ruffin et moi. Et moi, je pense qu'il faut s'intéresser au Parti socialiste. Et que y a un levier important qui est ce parti. Et je crois qu'il faut l'utiliser. Et donc moi, je pense que je suis utile à l'endroit où je suis de le faire dans le Parti socialiste. Et de le faire à ma manière aussi, avec une lecture un peu différente, moi qui n'est pas géographique et qui est, sociologique. Les pannes d'ascenseur, ça concerne pas ma circonscription. J'ai fait la loi sur les pannes d'ascenseur. Il n'y a pas d'ascenseur dans ma circonscription. Un peu, j'ai quelques immeubles, mais ils sont pas souvent en panne, les ascenseurs. C'est pas, voilà. Donc moi, je crois qu'il faut parler à tout le monde. Moi, je n'oppose pas les métropoles et le rural. Je crois qu'en vérité, il n'y a qu'un seul peuple qui s'exprime de manière différente. Pourquoi dans les banlieues, la gauche fait de meilleurs scores? Parce que les banlieues sont composées pour grande partie de gens qui sont issus d'immigration et qui n'ont pas voté pour un parti forcément qui remettrait en cause directement leur droit d'exister, mettre en place un régime de discrimination d'État qui les empêcherait de vivre de manière égale sur le territoire français. Donc il est normal qu'ils votent à gauche, ils n'ont pas le choix. Mais quand dans la France, disons, moins métissée qu'est la mienne, on a le choix, on préfère voter le RN, parce que la gauche est tellement à côté de ses pompes qu'on est obligé de voter RN. C'est un peu ce que les gens nous disent. Bon, et moi, je crois qu'il n'y a pas de fatalité. Et que si la gauche retrouve le chemin du combat pour la feuille de paix, pour le service public, avec de nouvelles incarnations, avec la parité populaire que je propose, c'est-à-dire avoir 40% de nos candidats aux élections qui soient ouvriers et employés, je crois qu'on pourra retrouver la confiance des gens. Est-ce que cette pluralité de partis à gauche, c'est pas aussi quand même un frein dans une certaine mesure? Vous avez parlé de Ruffin et de Roussel, avec qui vous avez des idées communes, mais des partis différents, et ces partis
parfois ils sont en concurrence entre eux. À la fin, vous ne votez pas forcément les mêmes choses. Je pense par exemple à la question de la censure. Donc est-ce que ça finit par poser problème, la pluralité des partis? Il faudra un jour un congrès d'Épinay de réunification de toute cette ligne-là, bien sûr. Est-ce que son congrès aura lieu bientôt? Non. Je ne pense pas qu'il ait lieu avant la présidentielle. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans la contribution que nous déposons, nous on propose de faire une fédération pour commencer à rassembler, donc avec ceux qui le souhaitent, avec le Parti Socialiste, Place Publique, les amis d'Emmanuel Morel, GRS, les amis de Benoît Hamon, Génération, avec le Parti communiste, pourquoi pas avec les écologistes, et de se mettre d'accord sur une plateforme commune pour ensuite aller au combat et présenter un candidat commun à l'élection présidentielle. C'est l'objectif, ça dit aller unis en 2027, ça vous paraît réaliste? Bien sûr. Et ensuite, il faudra un congrès qui aura lieu probablement après la présidentielle. Alors, si on a gagné la présidentielle, le congrès se fera naturellement. Si on l'a perdu, ce que je ne souhaite pas, il se fera naturellement aussi, parce que là, il y aura un besoin d'unité important après les présidentielles. Donc, la première étape, le premier étage, c'est de faire cette fédération dans les mois qui viennent. Donc, là, le congrès, ça sera fini en juin. Et le nouveau premier secrétaire, la nouvelle première secrétaire, devra organiser cette fédération. Justement, en matière d'unité, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Parce qu'avec l'épisode de la censure, il y a les insoumis qui ont dit on prend acte, le PS ne fait plus partie du NFP. Oui. En vérité, ils sont dans une grille de lecture ancienne. C'est la grille de lecture des années 90. Donc, entre la gauche qui s'accommode de la mondialisation, la gauche. Bon, la censure n'a rien à voir avec cela. Moi, j'ai été un vrai avocat de la non-censure. Ce qui a pu étonner, les gens m'ont dit t'as dit tu deviens hollandais. J'ai dit mais pas du tout. Enfin, écoutez ce que les gens vous disent sur le terrain. Enfin, moi, j'ai un syndicaliste CGT qui est venu me voir en me disant il y a déjà assez de misère comme ça dans le pays. Il y a des boîtes qui ferment, il y a de la casse. Le pays a besoin d'avoir un budget. Je veux simplement dire à l'ensemble de nos collègues qu'il y a au moins un point positif dans notre Assemblée ce soir, c'est que nous voulons tous aller au bout de la discussion. En tout cas, nous le disons tous. Alors, faisons-le. Que nous souhaitons que le Parlement légifère, que nous souhaitons que le Parlement vote le budget. Car jusqu'à preuve du contraire, mes chers collègues, en démocratie, c'est au Parlement qu'on vote le budget. Et c'est notre rôle de consentir à l'impôt au nom de nos concitoyens. Alors, ce que je vous propose, c'est d'être extrêmement court, c'est de me taire maintenant et que nous commencions très vite l'examen des amendements afin de discuter d'une partie 1 de ce budget. Merci à tous. Il fallait qu'on essaie de discuter pour que ce budget soit le moins destructeur possible pour les gens. Et moi, j'ai négocié, on a obtenu beaucoup de choses quand même. La franchise médicale a été supprimée, le déremboursement des médicaments ça a été supprimé, 4 000 postes de profs, on les a rétablis, on a créé 18 000 postes dans l'hôpital avec 2 milliards de plus pour l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, on a supprimé la taxe sur l'électricité, enfin on a fait beaucoup de choses. Bon, est-ce que ce budget il est bon? Non, il est très mauvais. Mais il vaut mieux avoir un budget que pas de budget du tout. Bon, et donc la querelle qui nous a opposés aux Insoumis, en vérité, est plus tactique que politique. D'ailleurs, vous parlez de Fabien Roussel, il a dit que s'il avait été député, il n'aurait pas voté la censure. André Chassaigne, qui, en tant que président du groupe, a voté la censure parce que son groupe y était majoritaire, a fait savoir largement qu'il était défavorable à la censure, que s'il avait été majoritaire dans son groupe, il n'aurait pas voté la censure, parce qu'il a entendu cette voix du terrain. Et les autres étaient dans des postures, parce que ça arrangeait bien tout le monde, comme nous faisions le sale boulot, c'est-à-dire de dire, bon ok, il faut un budget au pays, là on a un problème, plus 40% de plans sociaux, plus 30% de nombre d'inscrits à France Travail, tous les investissements bloqués, 75% des crédits gelés pendant la loi spéciale, 75% des crédits gelés, tous les recrutements bloqués. Et à un moment, il fallait qu'on arrive à un deal pour obtenir les choses. Donc, c'est effectivement pas un bon deal, c'est bien sûr un mauvais budget. Mais moi, ce que je dis, c'est que sur le terrain, j'ai aucun reproche sur ça. Au contraire, les gens me disent merci d'avoir débloqué cette affaire, d'avoir débrouillé cette affaire indébrouillable, dans une circonstance qui est vraiment infaisable. Et moi, j'ai écrit une lettre à François Ruffin, vous pouvez trouver, j'ai mis sur Medium, où j'explique pourquoi je pense qu'il ne faut pas voter la censure. Et là aussi, revenons à Jaurès. 1899, donc l'affaire Dreyfus, la République est en danger, et Jaurès décide que les socialistes participent à un gouvernement de défense républicaine, avec Waldeck-Rousseau, qui n'était pas de gauche, bon, et des ministres très très à droite d'ailleurs, et arrive à ce moment-là 1000 rangs au gouvernement. Et il le fait au nom de la défense de la République, qui est supérieure en vérité. Il théorise la nécessité d'accommodement avec le bloc bourgeois pour défendre l'essentiel, c'est-à-dire la République. Et moi, je crois que le désordre permanent, une nouvelle censure, ça veut dire qu'on a le budget dans encore 2 mois ou 3 mois, de nouvelles fermetures d'entreprises, de nouveaux problèmes, allaient amener irrémédiablement à renforcer l'extrême droite. Et donc, c'est pour défendre la République, pour défendre ce en quoi je crois très fortement,
pour ne pas servir ce désordre ambiant qui ne peut servir que les partisans de l'ordre, que effectivement nous n'avons pas censuré. Et je ne crois pas que ce soit une ligne de gauche irréconciliable, parce que ça n'amène pas un changement d'alliance. On n'est pas allié avec les macronistes. Il n'y a pas un socialiste qui a envie de s'allier avec les macronistes. Il n'y a pas un socialiste qui propose au municipal à des macronistes d'aller sur sa liste. Il n'y a pas un socialiste qui a envie d'entrer dans le gouvernement Bayrou. Donc ça est une lecture erronée de la France insoumise. Et d'ailleurs, 70% des lecteurs de gauche sont d'accord avec nous. Donc en fait, on a pris l'opinion à témoin et l'opinion nous a suivis. Est-ce qu'on peut reconquérir les classes populaires quand on est énarque? Écoutez, je pense qu'on peut le faire. Je crois que l'ENA, je suis fier d'avoir fait l'ENA. J'ai pas honte d'avoir fait des études. J'étais fou de joie le jour où j'ai réussi le concours. C'était terriblement difficile. Hein, ouais, moi, je viens de l'Eure, je viens de Louviers, dans l'Eure. J'étais à l'école, machin. C'était dur. Moi, j'étais fils de prof. Hein, ma mère est prof, mon père est agent EDF. Je viens pas du tout d'un milieu populaire. J'ai la classe moyenne française. Mais je vais vous dire que la tête de mon père, quand je lui ai annoncé que j'avais réussi le concours, je l'emmènerais dans ma tombe. Voilà. Donc moi, j'ai très heureux d'avoir fait ça parce que c'est ce que je voulais faire. Je voulais être fonctionnaire, servir l'État, servir les services publics. Et donc, voilà, j'ai aucune honte d'avoir fait cette école créée par Maurice Thorez. Maintenant, je crois que mon devoir, moi qui ai eu cette chance de pouvoir avoir accès à la connaissance de comment ça fonctionne, de redonner ça à des gens qui n'ont pas forcément les moyens et de faire en sorte pour que ça change vraiment. L'école de l'engagement, j'aurais pas pu la créer si j'avais pas les réseaux qui m'ont permis de le faire, les profs qui viennent gratuitement. Aujourd'hui à l'école de l'engagement, vous avez Marcel Gaucher qui fait un cours, vous avez des directeurs d'administration centrale qui viennent parler. Bon, voilà, c'est une chance extraordinaire. Et la détestation de l'ENA, elle est beaucoup plus parisienne que provinciale. Chez moi, personne ne m'en parle. Jamais personne. D'ailleurs, les gens ne savent pas que j'ai fait l'ENA. Sauf que pour eux, vous avez fait l'ENA ou la fac, c'est pareil en vérité. Dans l'Eure, si vous voulez, on a un des taux les plus faibles de France, donc de gens qui font des études après 18 ans. Donc en vérité, pour les gens, élèves à Dauphine ou école de journalisme, c'est pareil que si vous avez fait l'ENA en vérité. La détestation de l'ENA, elle est très parisienne parce que chaque année, il y a à peu près 1000 personnes qui ratent le concours de l'ENA et qui en sont très frustrées, ce qui est normal. D'ailleurs, les gens qui sont le plus virulents sont les gens qui ont raté le concours. Madame de Montchalin, qui a un peu détruit l'école, supprimé le classement de sortie, machin, elle a raté le concours. Moi je pense que vraiment, c'est pas un problème, l'ENA. Le problème c'est et la pension unique. Et d'ailleurs, il y a peu de députés énarques. On doit être 10. Ouais, c'est les ministres surtout, il y en a quand même beaucoup qui Ouais, sont... mais de moins en moins en vérité. C'est-à-dire que regardez, à part le président de la République, le Premier ministre n'a pas fait l'ENA, les de l'Intérieur n'a pas fait l'ENA, mais la Justice n'a pas fait l'ENA, les Affaires étrangères n'a pas fait l'ENA. Enfin, quand vous regardez qui a fait l'ENA au gouvernement, Je connais pas tout leur parcours voilà. comme ça. Il n'y en a pas tant que ça. Bon, voilà. Alors après, est-ce que l'ENA, l'ENA a incarné un peu la pensée unique pendant des années. En vérité, pour moi, la pensée unique, c'est à Sciences Po plutôt. L'ENA n'est qu'à la continuité de Sciences Po, en fait. Penser, puisqu'il y a 13 européistes, 13... Oui, mais ça correspondait à cette période. C'est que je vous rappelle, je pense que la pensée est moins unique maintenant à Sciences Po. Parce que ça correspondait à cette période. Quand j'étais à Sciences Po, c'était encore ce moment-là. C'était Olivier Duhamel, qui était prof de droit constitutionnel, qui était très rocardien, qui défendait beaucoup ses idées. Richard Descoings, c'était totalement ça, quoi. C'était vraiment cette gauche social-libérale, quoi. Voilà. Tout ça, maintenant, c'est beaucoup plus divers. À Sciences Po, il y a des gens très à droite. Tous les fans de... Moi, je suis prof à Sciences Po, donc tous les fans de CNAFO, machin, etc. Il y a des gens woke un peu, bon, très à gauche. Il y a des gens comme Gavroche. Oui, mais c'est assez divers, quoi. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ça a pas mal changé. On arrive donc à la fin de notre échange. Est-ce que vous avez peut-être un mot de la fin ou voilà, quelque chose que vous voudriez dire avant qu'on... Écoutez, bon courage à vous dans votre travail. Vive Gavroche, vive la République, vive la France.